Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Il est 20... Non, il est minuit 30 et je sors du boulot. Je suis un peu fatigué, mais je voudrais répondre à un certain nombre de mes amis qui m'ont posé la question de savoir qu'est-ce que je pense du tribalisme qui est revenu en force au Cameroun ces derniers temps. Donc, le sujet est assez grave et j'ai décidé de m'y pencher un tout petit peu. Effectivement, ce tribalisme qui a refait surface au Cameroun de façon plus violente et plus abjecte cette fois est un problème d'une gravité absolue. Je ne m'étendrai pas beaucoup au niveau de ces manifestations visibles ou larvées, puisque vous n'ignorez rien de ce climat détestable, voire vomissant. Je voudrais davantage insister sur ce qui pourrait apparaître comme les racines d'un tribalisme devenu si malfaisant, effrayant et cancérigène qui pourrait nous amener au pire si rien n'est fait. Ce sera donc la trame de fond de ce 25e numéro de l'éveil des consciences. Voyez-vous, chers amis, notre idéal commun a toujours été, il me semble, d'organiser un vivre ensemble exemplaire grâce à l'exploitation à notre bénéfice de la diversité de nos ressources naturelles et humaines. Seulement voilà. Nous sommes aux antipodes de l'idéal de vie communautaire dont parlait Oumniobé. Dans une lettre qu'il avait envoyée le 13 septembre 1957 à André Marimbida, qui était alors Premier ministre du Cameroun sous tutelle française, et dans laquelle il parlait de la pluralité des tribus comme une chance à saisir, une richesse à rentabiliser pour un Cameroun plus fort. Malheureusement, nous transformons aujourd'hui notre diversité ethnique en d'incessants pugilats puants, malodorants, nous opposant les uns aux autres. Partis politiques de l'opposition entre eux. Bamileke contre Betty. Bassa contre Douala, en parlant de l'histoire de la stèle d'Oumniobé à Douala. Compatriotes résidant au Cameroun contre une certaine diaspora qui en veut à certains artistes et même à nos chefs et nos rois qui représentent l'une des parties les plus merveilleuses de notre patrimoine culturel et gardiens de nos traditions, de notre essence, de notre véritable identité, respectivement. C'est grave. C'est même suicidaire. Et depuis que j'observe ces dérives, de plus en plus incontrôlables, qui vont en s'aggravant, je cherche effectivement à comprendre ce qui nous arrive. À force de réfléchir, j'ai fini par découvrir, au hasard d'une lecture, ce qui peut s'apparenter à la racine d'un tel jeu de massacre. Et j'ai compris qu'à la base d'un certain nombre de nos agissements se trouvent des déterminismes que nous ne percevons pas toujours. Dans le roman de Bernard Werber, Nous les dieux, c'est le titre. L'auteur y relate l'histoire d'une expérience ayant été menée avec les chimpanzés dans le but d'expliquer les comportements de groupe dans une entreprise. Et je suis allé chercher ce texte parce que il est très important que vous sachiez la teneur du texte que je m'en vais vous lire. Et je vous invite à me suivre attentivement. C'est très important pour comprendre la suite.
C'est une pièce vide dans laquelle on a placé 5 chimpanzés. Au milieu de la pièce, il y a une échelle et une banane placée à son sommet. Dès qu'un premier singe a repéré la banane, il grimpe à l'échelle pour l'attraper et la manger. Mais sitôt qu'il s'approche du fruit, un jet d'eau glacée partant du plafond s'abat sur lui et le fait chuter. Les autres singes tentent eux aussi de gravir les échelons. Tous se font asperger et finissent par renoncer à s'emparer de la banane. On coupe le jet d'eau glacée et on remplace un singe trempé par un autre tout sec. À peine est-il entré, les anciens s'efforcent de le dissuader de grimper pour lui éviter la douche froide. Le nouveau venu ne comprend pas. Il ne voit qu'un groupe de congénères l'empêchant de prendre une gourmandise. Il essaye donc de passer en force et se bat contre ceux qui veulent le retenir. Mais à 1 contre 4, il se fait proprement tabasser. Un autre singe trempé est remplacé par un nouveau singe sec. À peine est-il entré que son prédécesseur, qui a cru comprendre que c'était ainsi qu'il convenait d'accueillir les nouveaux venus, se jette sur lui et le rosse. Le nouveau venu n'a pas eu le temps de repérer l'échelle et la banane qu'il est déjà complètement hors jeu. Le 3e, le 4e et le 5e singe mouillé sont à leur tour remplacés par autant de singes secs. Chaque fois, les nouveaux chimpanzés sont roués de coups dès leur entrée. L'accueil est même de plus en plus violent, les singes s'y mettant à plusieurs pour assommer le nouveau, comme s'il s'agissait d'un rituel d'accueil à perfectionner. Au final, il y a toujours une banane au sommet de l'échelle, mais les 5 singes secs sont tous sonnés et ne songent même pas à s'en approcher. Leur seul souci est de guetter la porte par où apparaîtra un nouveau congénère afin de le démolir au plus vite. C'est dans ce livre. Élément de comparaison. Chers amis, au départ, le but des chimpanzés était de s'emparer de la banane. Mais un puissant jet d'eau viendra perturber leurs esprits au point où, à la fin, ils croient que le but de leur présence dans cette pièce consiste à se démolir mutuellement. Chers amis, comme les chimpanzés de ce test, notre but à la base est d'exploiter nos ressources pour en vivre convenablement. Et notre jet d'eau glacée, à nous, je vais vous dire ce que c'est. Ce sont 36 ans de gestion désastreuse de nos ressources naturelles et humaines. Ce sont ces décennies de malgouvernance, de gabegie de haute volée, d'injustice et de brimade, de l'impunité absolument révoltante dont bénéficient les voleurs de la République. C'est ce refus de l'alternance manifesté par la gérontocratie gouvernante, ces hommes et femmes qui refusent de prendre leur retraite, en même temps incapables de créer des emplois dans un pays où la précarité du secteur informel et les massifs départs des jeunes vers d'autres horizons sont les arbres qui cachent la forêt immense d'un taux de chômage qui, sans ces avatars, pourrait être l'un des plus élevés au monde, etc. Tout cela dans la durée. Et c'est tout cela qui a eu raison des esprits fragiles de beaucoup d'entre nous. C'est tout cela qui a causé dans nos têtes des dégâts effroyables. C'est tout cela qui a fait péter les durites dans nos ventres. Bref, c'est tout cela qui nous a rendus hystériques. Le plus criminel dans cette histoire est que les hommes qui nous gouvernent, ou ceux qui aspirent à nous gouverner, ne condamnent pas avec la dernière énergie cette folie tribaliste et d'injure qui s'est emparée de beaucoup d'entre nous. À se demander même si,
par extraordinaire, ils ne seraient pas à l'origine de ce jet d'eau. C'est-à-dire, ils le font exprès, par réseaux sociaux interposés. On ne sait pas. Je n'en ai pas la certitude, mais j'ai comme un sentiment qu'ils y sont pour quelque chose. Nous sommes ainsi versés dans une logique d'insulte, de discrimination, de démolition à tout va, de tous ceux qui ne comprennent pas le sens de notre combat, persuadés de la justesse de celui-ci, exactement comme les chimpanzés du roman de Bernard Werber. Chers amis. Et au bout du compte, je me demande quelle thérapie doit-on nous administrer pour traiter efficacement cette tumeur bénigne à la base et devenue maligne ces derniers temps. Je pense à deux principes actifs et je termine là-dessus. La carotte et le bâton. La carotte d'abord, c'est-à-dire que le pouvoir doit apporter des réponses claires et efficaces au profond malaise des nombreux laissés pour compte de la République. J'ai parfois la naïveté de parler avec mon cœur, raison pour laquelle j'ai un autre regard sur ces dérives. Je les vois comme l'expression d'une profonde douleur et souffrance, qui finit par se transformer en une hostilité, voire une défiance vis-à-vis du pouvoir actuel. Même Maurice Kamto avait dit que on ne peut pas battre un enfant et l'empêcher de pleurer. On peut en critiquer les méthodes et les approches, mais ces dérives n'en demeurent pas moins des cris d'un réel désespoir que vivent beaucoup de compatriotes qui se font en même temps les porte-paroles de tous ceux qui vivent le même désespoir, mais dans un silence et un calme de varan. C'est la souffrance d'un peuple, d'une jeunesse, qui manifeste sa rage face à un principal dirigeant qui hurle avec les loups de la finance internationale et à qui on reproche d'avoir oublié de se faire le premier défenseur de la veuve et de l'orphelin. Ensuite, le bâton. Autrement dit, initier des lois qui punissent avec la plus grande sévérité tout acte ou injure à caractère tribaliste. Ça se fait dans les autres pays. S'il n'y avait pas des lois contre le racisme et l'antisémitisme en France, ce serait grave. Voilà ce qu'il faut faire, chers amis. Voilà ce que je pense de notre tribalisme au Cameroun. Une histoire de malades. Nous sommes devenus des malades. On nous a rendus malades. Voilà, j'en ai terminé. Bonsoir. Bonsoir à tous.